Bonjour, donc je vais aller très vite. Merci pour cette invitation. Donc je prends déjà 1 minute. Alors les faits, évidemment, tous les malades récidivent, ou quasiment tous, après la transplantation. Une très grosse majorité de patients vont développer une maladie sévère du foie et une cirrhose qui va, dans beaucoup de cas, nécessiter une retransplantation. À peu près 30-40% de cas de cirrhose dans les 3 à 5 ans. Ça, c'est un point. Le deuxième point, certes, une minorité de patients, enfin, quoique dans certaines populations à risque, en particulier à la co-infection ou éventuellement dans des transplantations compliquées telles que split donneurs familiaux, on peut avoir des récidives très précoces et très sévères à type de fibrose cholestasiante avec un pronostic sévère. Donc les faits sont là. Une question, c'est évidemment traiter. C'est pour ne pas arriver là, avoir des réponses virologiques soutenues le plus rapidement possible, de façon plus efficace et le plus simple possible. Et une question sous-jacente, c'est évidemment quand traiter, à quel stade. Et c'était jusque-là, on va en discuter, c'était une difficulté puisque les traitements, je dirais, anciens, obsolètes, posaient des difficultés en termes de management, d'interaction, etc. Et que finalement, probablement, on se décidait vraisemblablement trop tard, enfin en tout cas dans un non négligeable de cas. Un deuxième état des lieux, c'est qu'on connaît les facteurs prédictifs de récidive virale C potentiellement sévère, avec des facteurs appartenant au donneur, au receveur, des éléments bien connus, mais néanmoins, une fois la transplantation faite, pour des raisons d'hétérogénéité de protocole, etc. Finalement, dans la grande majorité des cas, on appréhende assez mal la vitesse de fibrose, hormis bien sûr dans des cadres protocolaires de biopsie systématique qu'on fait quand même le plus souvent, mais c'est pas toujours aussi facile que ça, et en particulier parce que on n'a pas de data très précoce, on ne va pas biopsier tous les mois en post-transplantation quasiment immédiat ces patients pour avoir des cinétiques de fibrose particulièrement précoces qui puissent nous faire appréhender ainsi un traitement antiviral C tout aussi précoce. Alors, je ne reviens pas sur des cofacteurs qui appartiennent à la collectivité des patients infectés par le VIH. Le syndrome métabolique en est un du receveur. Le degré d'immunosuppression est fondamental et bien sûr, en particulier les bolus de corticoïdes, des fortes immunosuppressions conditionnent bien sûr le degré de la récidive virale C. Et ça, je vous dirais, c'est un facteur finalement assez simple de gestion en post-greffe immédiat qui peut nous faire dire, voilà, il va avoir une récidive virale C potentiellement sévère. La réponse virologique soutenue, eh bien sûr, améliore le pronostic des patients et du greffon. C'est un état de fait. Et en particulier, vous voyez, si on traite précocement aussi à 1 an, avec des scores de fibrose relativement différents, certes évalués en FibroScan sur une étude récente, eh bien plus on traite tôt, plus on traite efficace, et bien sûr, le pronostic du patient et du greffon sont nettement améliorés à 3, 5 ans, etc., avec des variations extrêmement importantes. Alors le timing. 3 degrés de timing, bien sûr, avant la transplantation, traitement assez précoce ou traitement potentiellement tardif. Et on va voir que finalement, ces nouveaux antiviraux vont bouleverser un petit peu nos dogmes de timing, ou bien sûr par le fait qu'ils ont une efficacité très rapide et avec une prévalence importante de réponse virologique soutenue, en particulier dans des conditions difficiles. Avant la transplantation, on va passer assez vite sur ces séries que vous connaissez bien. L'association Sofo-Riba en pré-greffe et en post-greffe a été montrée aussi efficace, mais vous voyez, avec 93%, plus de 90% de réponses virologiques soutenues au moment de la transplantation, mais un taux de récidive finalement assez important, avec 70% de réponses soutenues 12 semaines après la transplantation, ce qui fait dire que, évidemment, le timing, le temps de traitement était important, et effectivement, le temps médian entre les patients qui ont récidivé et qui n'ont pas récidivé était différent, avec pour cette association un seuil, disons, minimal de 1 mois pour préjuger d'une efficacité. Les autres associations, et là, sont tous beaucoup plus efficaces en termes de cirrhose décompensée. On va voir néanmoins qu'on a finalement assez peu de data pour des malades
en décompensation assez importante. L'association sofosime plus ou moins la ribavirine, très efficace en SVR12, quel que soit le degré de shade A à shade B, pas de data sur les shades C et pas de différence significative en termes de ribavirine. L'essai SOLAR 2, essai très important, la continuité de SOLAR 1 en termes de nombre de patients, avec 2 schémas thérapeutiques de Sofo, Lady, Riba, 12 semaines et 24 semaines, et là aussi, en particulier pour le génotype 1, peu d'effectifs pour le génotype 4, mais des réponses virologiques soutenues extrêmement importantes pour les différents degrés de score de Scheid, PUG, B et C, avec une amélioration du MELD, mais un extrême important, entre 1 et 17, mais une très grosse majorité de patients ont amélioré le MELD, même si toutefois on peut être assez critique sur préjuger l'évolution du MELD. On va le voir, le temps de latence. On va en discuter sur ce sujet. L'étude Target, là aussi, chez les cirrhotiques décompensés, avec différentes associations, Sofo-Riba ou Sofo-Cimé. Là, des résultats un petit peu plus délicats, si je puis dire, avec des résultats un petit peu au-dessus de 70% pour le génotype 1, meilleur pour le génotype 3. En revanche, un petit nombre effectif dans le génotype 3, mais résultats mauvais. Une amélioration de MELD aussi dans cette même série. Alors, et c'est l'intérêt en particulier de cette étude qui a été présentée à l'ESL, qui pointe sur des facteurs pronostiques de la vraie vie, sur des associations SOFO et NS1K, avec bien sûr des résultats extrêmement important et excellent en termes de génotype 1, mais chez des patients potentiellement graves avec un degré d'albumine basse et des patients âgés, eh bien finalement plus d'effets secondaires et moins d'augmentation du MELD qu'on le supposait. Donc on va, et ça va rentrer dans notre discussion de recommandations, dégager une population à risque, on en a risque. Jusqu'où peut-on aller pour traiter ces malades graves? Je vais très vite aussi sur l'association Sofo, Dacla et Ribavirine, tout génotype, avec là aussi des résultats tout à fait excellents, en particulier pour les génotypes 1B, et une amélioration, mais une amélioration aussi clinique, mais une réponse virologique soutenue, je dirais, avec un gradient négatif plus la maladie est sévère. Alors, qu'est-ce qui se passe en post-transplantation? Comme vous le savez, les drogues de première génération étaient extrêmement compliquées, à la fois en termes de moindre efficacité de SVR12 et puis des effets secondaires extrêmement importants, en particulier hématologiques, et puis un management des interactions avec les immunosuppresseurs extrêmement délicat, mais bien sûr, cette époque est totalement révolue. Les différentes associations, là aussi, sont les mêmes, enfin classiques, avec des résultats, finalement, on va le voir très vite, qui sont tout à fait comparables à ce qui se passe avant la transplantation, et en particulier, excellent, on va le voir, pour les formes sévères. L'association Sofo-Ribavirine, des résultats, finalement, on va dire maintenant, assez modérés, avec des résultats de 70% de SVR12, mais ce qui est vraiment nouveau, mais on va le voir, il va falloir rentrer un petit peu dans les détails, une gestion avec les interactions, en termes d'interactions médicamenteuses, relativement simple. Et là aussi, pour ce type d'association, une amélioration, une stabilité des fonctions hépatiques, de l'état clinique dans une majorité de patients. Un point extrêmement important, c'est que maintenant, il est facile de traiter des malades sévères. Les malades qui vont très vite, qui évoluent en fibrose très vite, et en particulier les malades qui ont des hépatites aiguës sévères, une définition un petit peu délicate pour tout un chacun, mais la fibrose cholestasiante est une définition assez simple, des malades très graves, très jaunes, très rapidement, etc. Et puis bien sûr les cirrhotiques, et aussi les cirrhotiques décompensés en post-greffe. Et avec des associations de ces molécules, on a maintenant des SVR12 extrêmement efficaces, mais vous voyez avec une différence significative entre des malades aigus sévères et des malades chroniques sévères. Donc, encore une fois, traiter le plus tôt possible. La cohorte CUPILT, que vous connaissez tous, donc cohorte multicentrique nationale avec un centre de Bruxelles, qui recueille toutes les datas des malades transplantés et traités par drogue de deuxième génération, a eu le mérite justement aussi de mettre en avant l'efficacité, la tolérance, les interactions médicamenteuses potentielles de ces nouvelles drogues à différents stades.
Et là aussi, en termes de fibrose cholestasiante, d'hépatite aiguë sévère post-transplantation, eh bien, les choses sont très claires. Amélioration clinique, amélioration de la bilirubine et des taux de SVR qui vont jusqu'à 100% avec l'association Sofo-Dacla plus ou moins ribavirine, encore une fois dans une frange de population qui nécessite une efficacité extrêmement rapide. Avec des décroissances virales, on n'est pas dans des cinétiques quand même tout à fait classiques, c'est-à-dire qu'à 4 semaines et à 12 semaines post-traitement, eh bien, les résultats sont... Enfin, en termes de cinétique virale, ça va un petit peu plus lentement, mais il faut dire aussi qu'on part de charge virale, c'est très élevé. Néanmoins, je ne vous rappelle pas les résultats de SVR12. Sur le plan global, avec évidemment plus de patients et avec plus de degrés de fibrose, hein, des différents stades de fibrose, eh bien là aussi, les résultats sont impressionnants, tant en termes de cinétique virale qu'en termes de réponse virologique soutenue, puisqu'on est au-dessus de 90% pour des traitements de 24 semaines. Restons assez prudents sur des traitements courts, ça c'est vrai pour toutes les séries. À 12 semaines, on a peu de malades, mais les résultats semblent bons, mais prudence sur ces délais courts de traitement. Là aussi, en fonction réponse excellente, quel que soit le génotype, quel que soit le degré de fibrose. Alors un point important, c'est que les choses semblent assez simples comme ça, en vous le décrivant, mais néanmoins, quand on regarde un petit peu plus finement dans les détails, 2-3 éléments pointent. D'une part, la fonction rénale. Ça, c'est l'amélioration clinique, excusez-moi, très, très bonne. D'une part, la fonction rénale qui semble s'altérer, avec plusieurs questionnements, bien sûr. Est-ce qu'on sous-évalue une interaction médicamenteuse ? On va le voir, probablement une interaction médicamenteuse peut-être plus importante avec certains immunosuppresseurs, en particulier le tacrolimus. Finalement, la cyclosporine peut être, entre guillemets, un petit peu plus facile, quel que soit le type de drogue antivirale C. Et puis, bien sûr, d'autres éléments, en particulier la fonction rénale de départ, etc. Et puis, les comorbidités associées. Mais donc, grande vigilance à ces étapes précoces au moment de l'introduction du traitement antiviral C. Et je réinsisterai aussi dans les recommandations, l'analyse des pharmacocinétiques extrêmement précoces sont nécessaires pour évaluer ça, pour prévenir le long terme, en particulier en termes de fonction rénale. Les autres associations type Sofo, Cimé, Prévir, là aussi ont démontré leur efficacité, démontrée dans cette série qui allait de F0 à F4, avec là aussi en SVR12 plus de 90%. Petit intérêt non négligeable de cette étude, c'est que pour les génotypes 1A, le score de fibrose, là aussi, était prédictif de la réponse, et puis aussi la réponse à la 4 semaines de traitement était prédictif, mais enfin, on est dans des choses assez limites en termes de statistiques. Attention, là aussi, probablement aux interactions médicamenteuses, aux toxicités. Chez un patient, il y a une pneumonie dite médicamenteuse avec des eosinophiles au lavage broncho-alvéolaire et qui a conduit au décès. Donc, toxicité médicamenteuse potentielle. Le malade était sous tacro, etc. Mais il n'y a pas de surdosage, en tout cas, d'interaction manifeste décrite. Sofo-Ledi-Riba, en post-transplantation, des résultats excellents, là aussi, Child-I, Child-B, plus difficiles chez les malades Child-C. Et je vais très vite sur l'association 3D de 24 semaines, qui là aussi montre des résultats tout à fait excellents. Alors, l'interaction médicamenteuse, j'ai commencé à soulever. Les recommandations européennes sont ce qu'elles sont. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. On a finalement très peu d'essais de la vraie vie, en particulier, encore une fois, lors de l'introduction. On a nécessité, et c'est faute de temps aussi, faute de moyens, puisque avec en particulier les développements rapides des molécules, on a à peine le temps de faire des pharmacocinétiques, mais elles sont, à mon avis, nécessaires, ce d'autant qu'on va arriver vers une complexité des mélanges de molécules, etc. Et ça me paraît encore une fois nécessaire au vu justement de l'altération potentielle de fonction rénale, et en particulier chez certains groupes à risque, évidemment des patients qui ont une fonction rénale altérée au départ, ou des patients qui ont une comorbidité associée. Pour preuve, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est modification en particulier du tacrolimus comparé à baseline et à la fin de traitement. Avec la cyclo, ça semble les choses sans plus. Je vais très vite sur le récapitulatif
des différentes études. Pour les génotypes 1 en situation de cirrhose décompensée, on l'a vu, des traitements de 12 semaines avec l'Ariba, différentes associations sont extrêmement efficaces, et aussi pour les autres génotypes. Et en post-transplantation, donc là, actuellement, on est plutôt des traitements de 24 semaines, avec, si possible, de l'aribavirine, mais encore une fois, avec des associations extrêmement efficaces. Alors, le cœur du sujet, les recommandations et les conclusions. Passons un tout petit peu de temps, juste après le fait que, encore une fois, il est bien sûr évident que ces différentes associations, encore une fois, pour des durées de 12 semaines ou de 24 semaines sans RIBA, sont extrêmement efficaces. Une des questions clés, il y en a beaucoup, c'est effectivement quand introduire le traitement antiviral C. En particulier, faut-il identifier un seuil de sévérité maximum? Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on avoir un espoir de guérir le malade? Et probablement des malades complexes qui ont des comorbidités externes, qui vont avoir de toute façon, qui vont voir leur maladie hépatique évoluer, et qui vont de toute façon aller à la greffe, peut se discuter effectivement d'introduire un traitement antiviral. C'est finalement trop tardif. Donc, toujours approche bénéfice-risque. Et je vous ai listé quelques bénéfices et quelques risques. Bénéfices, bien sûr, délister le patient, améliorer la fonction hépatique. Ça, c'est une règle en transplantation. Évidemment, plus le malade arrive relativement bien, dans de bonnes conditions rénales, hépatiques, au moment de la transplantation, plus le post-transplantation va mieux se passer. Et puis, bien sûr, prévenir la récidive post-transplantation. Le risque, c'est retarder la transplantation. Il y a certains malades, et en particulier, évidemment, les malades listés pour carcinome hépatocellulaire, peut se discuter l'intérêt de retarder la transplantation, le timing. Bien sûr, sur le plan virologique, à risque, là encore, on a peu de data, mais très vraisemblablement, dans un futur très proche, on va avoir ce problème, c'est-à-dire provoquer éventuellement des mutations et rendre compliqué un traitement post-transplantation. Et puis, un élément qui me semble important et qui pointe là déjà sur les études, c'est compromettre l'accès à la greffe si une fonction rénale se dégrade, s'il y a une toxicité médicamenteuse particulière. Donc, attention à ces trois objectifs qu'on doit garder en tête. Respect de l'indication primaire de transplantation. Ce n'est pas la même chose que de transplanter un patient pour carcinome hépatocellulaire, une cirrhose virale C seule, entre guillemets, ou cirrhose virale C plus NASH, plus diabète, plus etc. Amener le patient à la transplantation dans les meilleures conditions, et puis bien sûr prévenir au mieux le ou la récidive des maladies initiales en post-transplantation, et j'ai évidemment cancer et virus C. Pour le management après la greffe, donc là encore une fois, je n'insisterai pas sur l'excellence des résultats des différentes associations, que le pronostic des patients qui ont une maladie sévère en post-greffe et en particulier immédiat, type de fibrose cholestasiante, est totalement bouleversé. Donc, il est impératif de traiter ces malades qui vont vers très vite une récidive virale C sévère, l'hépatite fibrosante cholestatique, la co-infection VIH, des malades qui ont une cinétique de fibrose et supérieure ou égale à F2 à 1 an, l'hépatite aiguë sévère post-transplantation, qui est une entité un petit peu difficile à définir, qui ne fait pas consensus, mais si à 1 mois, un patient a une élévation très nette des transaminases, un degré important d'infiltrats inflammatoires sur la biopsie à 1 mois, etc., plus éventuellement des facteurs de risque, que je vous disais, split, etc., faut à partager, complications post-opératoires immédiates, eh bien, ça doit être une indication de traitement. Et j'insiste pas sur ces malades donc à source de complications post-opératoires, type complications biliaires, évidemment des malades soumis à une forte immunosuppression. Et je recommanderais fortement le traitement finalement à tout malade qui a une cinétique de fibrose, même qu'on peut juger modérée 1 an post-transplantation, puisque comme il est maintenant bien démontré, la survie des malades F3, F4 et a fortiori des vitesses de fibrose rapides est altérée, et il est d'autant plus difficile de traiter les malades plus la fibrose est élevée. Quelques questions restent en suspens. La durée du traitement, 12 versus 24, bien sûr, dans un premier temps. Ce sera probablement plus court dans un deuxième temps. L'intérêt de l'ajout de la ribavirine, même si actuellement, la vraie vie, c'est qu'on devient à des petites doses de ribavirine pour des tolérances un petit peu délicates. Donc, le questionnement de la ribavirine, à mon avis, va être de moins en moins importante.
l'éventuelle survenue d'effets secondaires, comme je vous le disais, en particulier cardiovasculaires, et puis les interactions médicamenteuses avec un effet rénal potentiel à surveiller très précocement, mais bien sûr toute la vie du transplanté. Et donc là, les conséquences à court, moyen, long terme de ces interactions potentielles sont évidemment à analyser et à suivre d'extrêmement près, puisque en particulier la fonction rénale, la fonction cardiaque, etc., l'état cardiovasculaire va conditionner la survie du patient greffé. Voilà, merci pour votre attention.